Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Philippe Lazzarini, c'est le commissaire général de l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens. Bonjour à vous. Bonjour. Je veux parler de la situation à Gaza. Quand on écoute l'administration Trump, il y a un cessez-le-feu, l'aide humanitaire revient, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza a été réouvert. Bref, la page est tournée. Est-ce que c'est ce que vous voyez sur le terrain? Non, la page est loin d'être tournée. Nous avons effectivement un cessez-le-feu, mais ça ressemble de plus en plus à un cessez-le-feu qui n'a que son nom. Il y a eu plus de presque 600 personnes qui ont été tuées depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu. L'aide humanitaire n'entre pas en suffisance. C'est vrai que la situation nutritionnelle s'est améliorée. Il n'y a plus de famine, on avait parlé de famine. On parlait de famine, nous avions de la famine effectivement dans le nord de Gaza, dans la ville de Gaza. Aujourd'hui, on ne parle pas de famine, mais on parle malgré tout d'une centaine de milliers de personnes qui sont dans une situation nutritionnelle préoccupante. Ayant dit cela, la situation s'est améliorée lorsqu'il s'agit de la situation nutritionnelle. Par contre, tout le reste manque. C'est malgré tout une situation de misère qui prévaut aujourd'hui à Gaza. On a eu un hiver extrêmement difficile. Les gens n'ont pas de véritable abri et c'est une lutte au quotidien pour survivre. Quand on parle de l'ouverture du point de passage de Rafah, c'est un point de passage uniquement pour les piétons, et puis on est loin du nombre qu'on s'était mis d'accord pour les passages quotidiens, c'est-à-dire de gens qui quittent Gaza ou qui entrent dans Gaza depuis l'Égypte. Et la situation humanitaire, est-ce que les camions rentrent en quantité suffisante dorénavant? Les camions n'entrent pas en quantité suffisante. La nourriture était suffisante, bien qu'il y ait un problème de diversification. Et deuxièmement, lorsqu'on parle d'assistance telle que les tentes, les abris, les pièces pour réparer les pompes à eau et autres, ce matériel-là n'entre pas comme prévu dans la bande de Gaza. Alors vous avez parlé du fait qu'il y a encore des bombardements israéliens. Il y a aussi un autre problème, c'est que le Hamas n'a toujours pas désarmé. Alors effectivement, aujourd'hui, le Hamas est en contrôle de l'entièreté de la population qui se trouve sur la moitié en fait de la bande de Gaza. Nous n'avons toujours pas aussi le comité technique palestinien qui a été annoncé Gaza, pourtant. Qui a été annoncé, qui a été formé, qui actuellement se trouve au Caire, qui attend en fait l'autorisation pour pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Est-ce que votre agence fonctionne encore à Gaza? Alors, malgré toutes les contraintes, malgré toutes les pressions et toutes les attaques contre notre agence, nous avons aujourd'hui presque 12 000 employés à Gaza, principalement des instituteurs, mais aussi des infirmiers, infirmières, des médecins, des ingénieurs. Et au quotidien, nous offrons environ 18 000 consultations de santé primaire à la population. On s'occupe de l'accès à l'eau potable, on fait de la gestion des déchets, on mène des campagnes de vaccination, on procure du soutien psychologique aux enfants et on a rétabli en fait un système éducatif pour plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Donc dans la bande de Gaza en tant que telle, nous sommes opérationnels. Mais presque toutes les écoles sont détruites et les infrastructures de santé également. Vous dites quelques dizaines de milliers par rapport à la population de Gaza, c'est très peu. Non, nous avons 18 000 personnes par jour en consultation. Ça veut dire 180 000 tous les 10 jours. Ça veut dire 1,5 million par mois qui vont dans les centres de santé à Gaza. Donc effectivement, c'est dans de grandes proportions. Ayant dit cela, il est vrai que les écoles ont été détruites, que le retour dans une scolarité normale va prendre beaucoup de temps, mais je ne cesse de dire, ça devrait être une priorité à nous tous de ramener dans un environnement éducatif les centaines de milliers d'enfants qui aujourd'hui vivent dans les ruines de Gaza et sont profondément traumatisés. On prend le risque de perdre une génération. Il ne faut jamais oublier, l'éducation a toujours été la fierté des Palestiniens. C'est la seule chose
qui ne leur a jamais été prise. On leur a pris les terres, on leur a pris leurs maisons, mais pas l'éducation, parce qu'ils savent que c'est la clé pour un meilleur futur. Je veux venir à la situation en Cisjordanie. Récemment, le gouvernement israélien a pris des mesures, un ensemble de mesures qui vont permettre notamment l'achat privé plus facile de terres, un contrôle plus important d'Israël sur des zones qui étaient ou totalement ou partiellement sous le contrôle de l'autorité palestinienne, plus de facilité pour détruire des sites, pour contrôler des sites religieux. Des pays musulmans ont condamné cela. Comment est-ce que vous jugez cette action? Est-ce que c'est le prélude à une annexion ou est-ce qu'Israël a le droit parce qu'il veut contrôler des zones qu'il considère dangereuses? C'est un développement préoccupant qui nous rapproche de plus en plus à une annexion de facto en Cisjordanie. On a aussi vu en Cisjordanie, en fait, au cours des 2 dernières années, une accélération de l'expansion des colonies. On a vu beaucoup de violence de la part des colons qui sont restés totalement impunis. En fait, on a vu en Cisjordanie une situation de guerre silencieuse qui a été en fait à l'ombre de notre attention sur la bande de Gaza. Mais effectivement, ces dernières mesures, en fait, rapprochent de plus en plus à une situation d'annexion de facto. Alors, votre agence a été vivement critiquée par Israël, des accusations de participation de certains de vos employés aux attaques du 7 octobre. Certains ont été renvoyés, vous avez affirmé avoir enquêté. Vous êtes persona non grata en Israël. Le siège de l'UNRWA à Jérusalem-Est a été détruit il y a quelques semaines. Tous les ponts sont rompus avec Israël dorénavant. Écoutez, les derniers développements à Jérusalem-Est ont été absolument outranciers. Imaginez une situation où un membre du gouvernement, des membres du Parlement se rendent sur place avec des bulldozers dans des locaux qui sont protégés par le droit international, qui ont les privilèges et les immunités, et puis qui montrent leur jubilation par rapport à leur défiance, par rapport à ce droit international, en cherchant à détruire un symbole qui, en fait, représentait aussi la mémoire et l'identité des réfugiés palestiniens à Jérusalem. Est-ce que les ponts sont coupés? Il est vrai qu'en Israël aujourd'hui, et les législateurs ne s'en cachent pas, l'objectif n'a strictement rien à voir avec les accusations d'infiltration du Hamas. L'objectif premier, c'est de se débarrasser d'une agence dont ils pensent perpétue le statut de réfugié de Palestiniens et qu'en démantelant cette agence, eh bien, on réglera une fois pour toutes la question du statut de réfugié et à travers cela, la question politique sensible du futur droit au retour, qui est une question qui doit être adressée politiquement. Est-ce que l'UNRWA est condamnée à mort? Écoutez, à terme, l'UNRWA devra disparaître. C'est une organisation temporaire qui doit subsister jusqu'au moment où il y a une solution politique. Mais là, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une peine de mort, entre guillemets. Alors, écoutez, certains veulent la fin d'UNRWA, certains veulent la mort d'UNRWA aujourd'hui, et moi je dis, évitons de jeter UNRWA sous le bus. UNRWA est un atout pour le succès de tout plan de paix à Gaza dans le futur. Si vous vous débarrassez de notre agence, vous privez des centaines de milliers de Palestiniens à accéder à la santé publique ou à l'éducation. Utilisez UNRWA comme un atout qui travaille main à main avec une autorité palestinienne qui a été maintenant mandatée de venir à Gaza pour qu'on ait des institutions qui puissent reprendre nos activités. La pression est très forte, on veut se débarrasser de nous, mais jusqu'à aujourd'hui, malgré 2 ans d'assaut et d'attaques intenses contre l'agence, nous sommes toujours opérationnels tant à Gaza qu'en Cisjordanie et à travers la région. Mais vous êtes quand même menacé d'asphyxie, pas seulement politique, comme vous venez de le décrire, mais aussi financière. Il y a une grave crise financière. Évidemment, les États-Unis, qui étaient le premier contributeur, ne le donnent plus, en solidarité avec Israël, affirmant que vous ne devriez plus être là. Est-ce que, de ce point de vue-là, il y a un véritable danger de disparition parce que vous n'avez plus d'argent?
Alors, il y a un véritable danger. Les attaques ne sont pas seulement de nature politique ou diplomatique, mais aussi légale, législative et financière. Aujourd'hui, les États-Unis ont cessé leur financement. Nous avons une forte diminution également du monde arabe. L'Europe est toujours là. Tous les donateurs en Europe, à l'exception d'un pays, ont repris en fait leur financement. Mais il est vrai qu'il y a 2 semaines, j'ai dû prendre une décision pénible de réduire en fait le volume de tous nos services à travers la région de 20%. Cette mesure sera suffisante pour nous permettre de fonctionner jusqu'à cet été. Et j'espère qu'entre maintenant et cet été, nous aurons de nouveaux bailleurs de fonds. Comment vous expliquez, dernière question, vous avez parlé des pays arabes qui ne donnent pas à l'UNRWA. Alors, les pays arabes, traditionnellement, donnaient lorsqu'il s'agissait de reconstruction d'écoles ou de construction de centres de santé. Là, c'est le cas à Gaza. Alors, mais la reconstruction n'a pas commencé à Gaza. On est encore loin de ça. Il y a beaucoup trop de restrictions d'entrée de marchandises pour pouvoir parler de réhabilitation, de reconstruction. En fait, le Board of Peace, les discussions sur cette question-là vont avoir lieu bientôt. Les pays arabes, pour l'instant, hésitent à soutenir fortement. Ça ne vous choque pas? Oui, bien sûr. Et je leur dis très souvent, il y a une discrépance entre votre solidarité exprimée par rapport à vos frères palestiniens et la réalité du financement d'une agence comme la nôtre. Vous soutenez le renouvellement du mandat, mais vous ne nous donnez pas les moyens nécessaires pour l'exercer. Ça fait partie de mes discussions avec le monde arabe. En 2024, ils ont été très généreux, ont été beaucoup moins généreux en 2025. Je pense qu'il y a certainement eu un impact aussi lié à la nouvelle administration aux États-Unis. J'espère que dans les semaines à venir, tout le monde reconnaîtra que l'UNRWA reste un atout essentiel pour réussir une transition à Gaza. Et si on arrive à cette conclusion, je pense que le financement va revenir. Philippe Lazzarini, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.